Nous allons faire un peu de géologie. Nous allons travailler sur un chapitre, le chapitre 6, le temps et les roches. Et nous allons commencer cette série de cours par une datation relative sur le terrain. Alors lorsque je dis une datation, c'est la datation relative sur le terrain de manière générale. Les relations géométriques, par exemple superposition, recoupement, inclusion, qu'il va falloir retenir, permettent de reconstituer une chronologie relative de structures ou d'événements géologiques de différentes natures et à différentes échelles d'observation. Donc nous allons essayer d'utiliser des relations géométriques pour établir une succession chronologique d'événements à partir d'observations à différentes échelles et sur différents objets, ces objets étant par exemple des affleurements, des cartes géologiques, etc. Donc notre objectif sera d'essayer de montrer que l'on peut, à partir d'observations réalisées sur le terrain et à partir d'un petit nombre de principes simples, de déterminer dans quel ordre se sont produits les événements. Alors, nous allons étudier un certain nombre de documents que je vais vous demander d'essayer de retrouver sur Internet, puisque moi je vous rappelle que je vous explique mais je ne vous montre pas les choses. Alors voilà, quels documents nous allons utiliser? Eh bien, vous allez essayer de trouver sur Internet des images de géologie correspondant, alors premièrement, à des empilements. Donc vous tapez par exemple sur Google, vous tapez empilement de couches sédimentaires déposées en milieu marin à l'est de Rodez, en Aveyron. Donc je répète, vous écrivez empilement de couches sédimentaires déposées en milieu marin à l'est de Rodez. Et nous allons dire que c'est le document 1A. Ensuite, le document 1B. Vous allez taper sur Google plis dans la haute vallée de Bueck, dans les Hautes-Alpes. Je répète donc document 1B, plis dans la région, plis dans la haute vallée du Bueck, B-U-E-C-H, et entre parenthèses Hautes-Alpes. Ensuite, document 1C. Donc vous allez rechercher dans les moteurs de recherche faille dans la région de Lodève, L-O-D-E accent grave V-E, entre parenthèses Hérault, c'est dans l'Hérault, H-E accent aigu R-A-U-L-T. Pardon. Ensuite, document 1D, vous allez taper dans un moteur de recherche filon basaltique et strates volcaniques, entre parenthèses île de Madère, virgule, au Portugal. Fermez la parenthèse. Donc je répète, filon basaltique et strates volcaniques, île de Madère au Portugal. Et ça, c'était le document 1D. Un petit peu plus loin, vous aurez besoin des documents d'un autre document qui sera une discordance entre deux formations géologiques, alors que précisément c'était des documents pour montrer les principes fondamentaux de la datation relative que nous allons décrire tout à l'heure. Donc ensuite, donc le document 2, alors il va y avoir 2A, 2B et 2C. Donc ce sont des documents que vous allez trouver facilement sur Internet. Alors vous tapez donc pour 2A, discordance du Jurassique sur les micaschistes primaires à Jardes-sur-Mer, en Vendée. Jardes-sur-Mer s'écrit J-A-R-D sur S-U-R mer M-E-R. Donc je répète, document 2A, discordance du Jurassique sur les micaschistes primaires à Jardes-sur-Mer.
entre parenthèses Vendée. Donc vous allez trouver facilement le document sur lequel je m'appuie pour expliquer. Document 2B, ce sera, alors ça va aller avec le document 2A en fait que vous allez trouver tout de suite. Le document 2B, c'est pour vous montrer un détail de la surface de contact entre les roches sédimentaires du Jurassique et les micaschistes de l'ère primaire. Je répète, document 2B, détail de la surface de contact entre les roches sédimentaires du Jurassique et les micaschistes de l'ère primaire. Ce qui nous amène à un agrandissement du document 2B, qui sera le document 2C, qui s'intitule « Filons de quartz dans les micaschistes ». Filons de quartz dans les micaschistes. Donc, maintenant, vous avez l'ensemble des documents et nous allons pouvoir commencer à travailler ensemble. Alors, d'abord, avant de regarder les documents, il va nous falloir un certain nombre de principes que vous devez connaître et qui vont nous permettre de dater les événements les uns par rapport aux autres. Alors, mais avant de donner ces principes, de définir ces principes, eh bien, je vous rappelle que nous travaillons sur la datation relative sur le terrain. Datation relative, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire déjà que ça va s'opposer à la datation absolue. Datation absolue que nous verrons tout à l'heure, enfin dans un autre cours, dans d'autres cours en fait, qui donne une date relativement exacte. Alors que là, la datation relative, ça date plutôt les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, on peut dire, si vous avez une couche, une première couche numéro 1, on va dire, puis une deuxième couche numéro 1, eh bien, on va dire que la couche, une deuxième couche numéro 2, évidemment, on va dire que la couche numéro 1 est plus ancienne que la couche numéro 2. Et que la couche numéro 1 est plus jeune que la couche numéro 2. Là, vous voyez, c'est relatif. On donne un âge, une datation relative par rapport, les couches les unes par rapport aux autres. Mais on ne donne pas un âge absolu. On ne dit pas, par exemple, la couche 1 à 5 millions d'années et la couche 2 à tel ou tel million d'années. Donc c'est relatif. Alors que plus tard, je vous répète, dans la chronologie absolue, on donnera des âges relativement absolus où on pourra dire, par exemple, la couche numéro 1 à 5 millions d'années, la couche numéro 2 à 4 millions d'années, par exemple. D'où le terme de datation relative sur le terrain. L'étude des relations géométriques entre les structures rocheuses visibles sur le terrain permet d'établir donc cette chronologie relative des événements géologiques qui se sont produits dans une région. Par exemple, événements géologiques, par exemple la couche numéro 1, si elle est horizontale et elle fait une certaine épaisseur, ça peut vouloir dire qu'il y a eu au-dessus des éléments qui se sont déposés pour former une première couche, une première strate par exemple de roches sédimentaires, puis un autre événement a pu apparaître et puis on a une deuxième couche d'éléments sédimentaires qui se sont déposés pour faire la couche numéro 2. Alors soit les deux couches possèdent les mêmes sédiments et donc les mêmes roches sédimentaires, soit les deux couches sont différentes. Ça dépend de ce que l'on trouve sur le terrain. Quoi qu'il en soit, on va se poser la problématique suivante, c'est sur quels principes fondamentaux repose la datation relative des événements géologiques. Alors, l'interprétation des observations géologiques de terrain repose sur des principes de datation relative. Datation relative et non absolue. On va en donner 4 pour l'instant, sachant que on peut même en donner un 5e qu'on pourrait mettre en premier, ce serait le principe de l'actualisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on observe actuellement a pu se passer
autrefois, il y a des millions d'années, voire des milliards d'années, ou des centaines de milliers d'années, ou des centaines d'années, etc. Donc ça veut dire, si on observe un événement, et si on considère qu'au niveau de cet événement, il y a des indices qui prouvent que cet événement a eu lieu actuellement, eh bien si sur des couches sédimentaires, on trouve les mêmes indices, mais sans qu'il y ait la dynamique que l'on peut observer aujourd'hui, eh bien on peut déduire que, d'après le principe de l'actualisme, si l'on trouve ces indices sous forme fossile par exemple, eh bien on déduit que le mécanisme était le même que ce que l'on observe aujourd'hui, considérant qu'il y a les mêmes indices. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on constate des choses, on les voit dans leur intégralité. Si par exemple vous voyez une coulée de lave, eh bien c'est bien réel. Et ensuite, au niveau de cette coulée de lave, cette lave peut refroidir pour donner des roches volcaniques, par exemple du basalte qui va durcir et qui va avoir un certain aspect avec ses cristaux à l'intérieur, etc. Voire pas de cristaux, ça dépend, puisque le basalte est une roche qui possède beaucoup, qui possède plus ou moins de cristaux selon. Bon, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, on constate qu'il y a quelque chose de dynamique qui s'est passé aujourd'hui. Et bien, si dans les couches sédimentaires ou dans d'anciens terrains, on voit par exemple du basalte, mais on ne voit pas le mécanisme. Et si on dit que ce basalte, il a par exemple 5 millions d'années, eh bien ça veut dire que la coulée basaltique a eu lieu il y a 5 millions d'années et qui a donné des roches qui ont durci et qui ont été conservées dans le temps. On les a retrouvées aujourd'hui. On déduit que d'après le principe de l'actualisme, la coulée de lave qui a lieu aujourd'hui et qui donne des indices, par exemple des basaltes, imaginons, eh bien si on retrouve ces basaltes ailleurs sans que l'on ait vu la coulée volcanique, eh bien on déduit qu'il y a eu autrefois, il y a 5 millions d'années par exemple, eh bien une coulée volcanique qui a donné en refroidissant les roches volcaniques de type basaltique par exemple. Donc vous voyez, c'est le principe de l'actualisme. On se sert de ce que l'on connaît aujourd'hui pour dire, pour affirmer que autrefois, le phénomène s'est produit également. Donc ça veut dire qu'à différentes échelles de temps, on est capable, les géologues sont capables de déterminer chronologiquement et relativement, par exemple, une suite d'événements ou des événements à partir de structures qu'il observe. Donc ça, c'était le principe de l'actualisme. On peut également dégager 4 autres principes. Le principe de superposition. Principe de superposition, globalement, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez une couche de roches sédimentaires d'une certaine épaisseur qui provient de la sédimentation d'éléments. Par exemple, ça peut être, il y avait une mer au-dessus, à une certaine époque, et puis des sédiments sont tombés, se sont tassés, il y a eu ce que l'on appelle une diagénèse pour former finalement des roches sédimentaires, c'est-à-dire des sédiments qui se sont déposés et qui ont été compactés par un mécanisme que l'on appelle par exemple la diagénèse. Donc ça s'est passé dans un océan par exemple, et lorsque la mer s'est retirée, eh bien ces roches sédimentaires ont été conservées et on les voit. Mais on ne voit pas la mer au-dessus, mais on peut déduire que la mer, que dans l'océan, dans la mer, il y a eu un dépôt de particules sédimentaires. Et si, pour une autre raison, il y a par exemple, provenant, imaginons, de torrents, de rivières, etc., des dépôts qui se font sur cette couche numéro 1, donc ces dépôts vont donner une couche numéro 2, de roches, de débris, etc., qui peuvent eux-mêmes subir une compaction et puis donner d'autres roches sédimentaires, détritiques, qui proviennent d'une autre formation ou d'autres événements, par exemple l'estuaire qui a permis la sédimentation de certains débris, etc. Donc ça veut dire que là on a deux couches, une couche numéro 1, une couche numéro 2. Et la couche numéro 2 se dépose sur la couche numéro 1.
ces couches sont superposées. Donc on déduit donc, enfin on dégage donc un principe que l'on appelle le principe de superposition. Ça veut dire que les couches se superposent les unes sur les autres. Et donc on peut déduire, d'après ce principe de superposition, que la couche qui est la plus profonde est aussi la plus ancienne. Donc ça veut dire que les événements qui ont produit cette couche numéro 1 est plus ancienne que les événements qui ont conduit à la couche numéro 2. Voilà. Et la couche numéro 2 est plus jeune que la couche numéro 1, et donc la couche numéro 1 est plus âgée que la couche numéro 2. Donc ça veut dire dans ce principe de superposition que les sédiments se déposent en couche horizontale, donc une couche sédimentaire, ou que l'on appelle une strate, est plus jeune que celle qu'elle recouvre. Ce principe peut s'appliquer à des strates déformées, à condition que la série n'ait pas été inversée par des mouvements tectoniques. Ainsi, donc je dis ce principe peut s'appliquer à des strates déformées, ainsi qu'à des coulées de projections volcaniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors quand on dit ce principe de superposition s'applique à condition que les couches n'aient pas été inversées, imaginons que là il y a un pli, pour X raisons, et imaginons que, donc là vous avez la couche numéro 1, puis la couche numéro 2, et imaginons qu'il y ait des plis qui se forment, des plis, et les couches se trouvent de ce fait-là inversées. Et donc, du coup, la couche numéro 1 se retrouve au-dessus de la couche numéro 2. Et là, dans ce cas-là, on ne pourrait pas dire que la couche numéro... Enfin, on aurait tendance à dire, si on ne regarde pas la vue d'ensemble, on aurait tendance à dire que la couche numéro 1 est plus jeune que la couche numéro 2, puisqu'elle se trouve au-dessus. Ce qui serait tout à fait faux. C'est-à-dire, si on regarde le bout de son nez, deux couches, on pourrait dire que la couche en dessous est plus âgée et la couche au-dessus est plus jeune. Eh bien non. Il y a eu une inversion, donc ça veut dire qu'il faut retirer l'inversion et rétablir l'ordre des choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que le principe de superposition peut être tout à fait logique, mais attention qu'il n'y a pas eu une inversion. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans le document 1A, empilement de couches sédimentaires déposées en milieu marin à l'est de Rhodes, que l'on va redécrire tout à l'heure. Là, je vous donne les informations de manière globale. Ensuite, on a le principe de continuité. Donc on a vu le principe de l'actualisme, principe de superposition. Voyons maintenant le principe de continuité. Le principe de continuité nous dit qu'une même strate est de même âge en tout point. Bien, en effet, si par exemple on a une couche horizontale, ça veut dire que ce qu'il y avait au-dessus, la mer par exemple qu'il y avait au-dessus, a déposé des sédiments qui se sont déposés tous à peu près en même temps, alors dans le temps évidemment. Après il y a eu une compaction et que l'âge de ce qui est ici est le même âge de ce qui est ici. Ce qui paraît logique évidemment, à condition encore une fois qu'il n'y ait pas eu une inversion, etc., etc. Donc ça c'est le principe de continuité. On a une strate, elle a le même âge en tout point. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, donc actualisme, superposition, continuité. Voyons maintenant le principe, alors 1, 2, 3, 4, le quatrième c'est le principe de recoupement. Alors principe de recoupement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une structure géologique qui en recoupe une autre est plus jeune que celle qu'elle recoupe. Une structure géologique qui en recoupe une autre est plus jeune que celle qu'elle recoupe. Et cela s'applique par exemple aux failles, aux filons et aux surfaces d'érosion, etc. Alors ça veut dire quoi? Imaginons on a une première couche de roches sédimentaires. Donc on a notre principe de superposition s'il y a une deuxième couche qui se dépose. Voilà. Donc la couche la plus âgée est en dessous, la couche la plus jeune est au-dessus. Mais imaginons qu'au niveau de ces deux couches que je regroupe comme ça, donc première couche,
deuxième couche, mais l'épaisseur des deux couches donne ça. Si pour une raison ou pour une autre, imaginons il y a une poussée par là, une fracture peut se faire ici et faire remonter par exemple, donc les terrains qui sont là peuvent être remontés. Vous voyez, plutôt qu'il y ait mon pouce, mon index, eh bien on décale, le pouce n'est plus en accord avec l'index. Le premier pouce n'est plus en accord avec le deuxième pouce et le premier index n'est plus en accord avec le premier index. Ça veut dire qu'il s'est produit une cassure, une faille qui a fait remonter une partie du terrain, une partie des deux. Donc ça veut dire que une partie des deux couches, voilà. Donc ça veut dire que la faille est plus jeune que l'âge des deux couches sédimentaires. Donc ça veut dire qu'on a une structure géologique, donc là ici une faille, qui recoupe une autre structure, donc celle de deux couches sédimentaires par exemple, et donc cette faille elle est plus jeune que les deux strates qui se sont formées avant que la faille n'apparaisse. Donc ça c'est le principe de recoupement. Et enfin, cinquièmement, donc on a vu principe de l'actualisme, principe de superposition, principe de continuité et principe de recoupement. Voyons maintenant le principe d'inclusion. Tout objet géologique contenu dans un autre est plus ancien que la structure qui l'entoure. Imaginons, j'ai une pierre et imaginons que autour de cette pierre, je mette du ciment. Donc ça veut dire que la pierre, enfin l'âge ou le moment ou l'instant pour lequel j'ai mis ma pierre et que j'ai entouré ensuite de ciment, eh bien l'ordre des événements c'est d'abord la pierre et ensuite le ciment qui s'est formé. Puisque ma pierre existe et que je l'ai mise ici, elle s'était formée avant que je ne mette du ciment autour. C'est un peu le même principe dans certaines structures géologiques. On peut avoir, imaginons, on a toujours nos deux couches de terrain, notre faille qui s'est faite, et puis on peut très bien avoir un petit morceau de roche qui arrive là dans mes couches sédimentaires et qui proviennent de la montée, par exemple, de granit qui va percer une partie de mes roches sédimentaires. Et puis à un moment donné, je peux très bien avoir un petit morceau de granit qui se trouve emprisonné dans mes roches sédimentaires. Donc ça veut dire que mes roches sédimentaires sont plus âgées que le petit morceau de granit qui serait venu s'insérer dans cette structure. Donc voilà, donc ça c'est le principe de l'inclusion. Donc ce qui est inclus dans quelque chose est plus ancien que ce qui est autour. C'est le principe de l'inclusion. Alors maintenant, donc, nous allons décrire, alors pas maintenant, hein, tout à l'heure, hein, nous allons redécrire chacun des documents, nous allons mettre en évidence en fait tous ces principes fondamentaux de datation relative à travers nos 4 documents. Numéro 1, donc A, B, C, D. Nous allons en reparler tout à l'heure. Hein, donc là, vous voyez globalement que l'on a essayé de décrire les principes fondamentaux de datation relative que vous devez connaître par cœur, que vous devez savoir expliquer à partir d'un exemple simple et ensuite trouver sur Internet les documents dont je vous ai parlé pour détailler un petit peu plus les choses. Mais avant ça, voyons le document numéro 2 qui correspond à une discordance entre deux formations géologiques. Alors ça veut dire quoi discordance? Globalement, ça veut dire, imaginons vous avez deux couches sédimentaires. Imaginons vous avez la faille, un décalage des deux couches sédimentaires. Imaginons qu'au-dessus, il y a une grosse coulée volcanique qui vienne englober tout ça. Donc, plein de lave vient dessus. Ça veut dire qu'on a une surface de discordance
c'est-à-dire une surface qui sépare nos couches sédimentaires qui ont été un petit peu surélevées ou pas, de la structure qui vient au-dessus. On a une discordance, donc une ligne de discontinuité qui fait qu'on passe d'une structure précise à une autre structure. Donc ça veut dire que entre les deux zones, il s'est passé des événements ou un événement donc d'allure différente entre guillemets. Donc c'est ce que l'on voit. On voit une discordance. Alors, bien comprendre, hein, on a une discordance entre deux formations géologiques. Deux formations, par exemple, une sédimentation, puis une coulée volcanique dessus. Voilà, on a bien deux formations géologiques différentes, la coulée de lave et en dessous la sédimentation. Alors dans l'ordre, ce sera la sédimentation, puis la coulée de lave. La coulée de lave est plus jeune que la formation, que les sédiments qui sont en dessous. Mais entre les deux, on a bien une discordance. C'est-à-dire une ligne virtuelle, en fait, entre deux structures géologiques différentes, entre deux formations géologiques différentes. Donc, on aura dans une discordance dans ce document 2A, on aura une discordance du Jurassique sur les micaschistes primaires à Jardes-sur-Mer. En fait, les sédiments, on aura des sédiments qui datent du Jurassique et des micaschistes qui datent du primaire. Donc on va en reparler tout à l'heure. Alors, Jardes-sur-Mer, donc c'est un endroit, un petit patelin on va dire, et cette petite falaise du littoral atlantique permet, donc à Jardes-sur-Mer en Vendée, hein, donc dans le document 2A, permet d'observer une surface de discordance entre des roches dont l'orientation est différente. Il y a des strates sédimentaires horizontales, donc strates sédimentaires horizontales, du Jurassique inférieur. Donc c'est de l'ère secondaire. Hein. Donc ces strates sédimentaires, elles reposent sur des micaschistes qui sont des roches métamorphiques. Donc on a des strates sédimentaires qui reposent en dessous, donc sur des micaschistes. Donc on a les micaschistes et au-dessus, on a bien les roches sédimentaires du Jurassique. Jurassique, ça fait partie de l'ère secondaire. Donc on a l'ère primaire, secondaire, tertiaire. Donc on a bien nos strates sédimentaires sur des micaschistes. Vous avez remarqué que je répète beaucoup. Hein. Alors ces roches métamorphiques, donc du micaschiste, se sont formées dans des profondeurs d'une ancienne chaîne de montagnes au cours de l'ère primaire. Alors, des roches métamorphiques, ce sont des roches qui ont subi une pression très très forte pour donner. Alors, je répète, certaines roches ont subi une pression très très forte pour donner des roches métamorphiques. Métamorphiques, ça veut dire qui ont été métamorphisées. Donc, des roches à l'origine ont été métamorphisées. Donc, ça veut dire que lors de la formation d'une chaîne de montagnes, il y a eu d'immenses monticules de roches qui se sont formées vers la hauteur et en dessous, il y a des roches qui se sont trouvées comprimées fortement pour être transformées en roches métamorphiques. Et donc ces roches métamorphiques, elles datent de l'ère primaire. Donc la formation des chaînes de montagnes date de l'ère primaire. Donc on a bien des structures sédimentaires horizontales du Jurassique inférieur, donc qui font partie de l'ère secondaire, qui reposent sur des micaschistes, qui sont des roches métamorphiques qui se sont formées dans les profondeurs d'une ancienne chaîne de montagnes au cours de l'ère primaire. Donc vous avez compris, hein, on a l'ère primaire, l'ère secondaire, des micaschistes, des roches sédimentaires. Donc
micaschiste ère primaire, roche sédimentaire ère secondaire. Et puis il y a eu une érosion des reliefs qui a permis la remontée en surface des micaschistes. Et par exemple, et vous allez basculer sur le document 2C, les filons de quartz qu'ils contiennent, donc ça veut dire les micaschistes en fait contiennent des filons de quartz. Donc les filons de quartz qu'ils contiennent, filons de quartz dans les micaschistes, ne traversent pas les roches du Jurassique. Donc on a bien comme des filons de quartz, comme si des filons de quartz étaient remontés vers la surface, mais n'ont pas atteint les roches sédimentaires du Jurassique. Cependant, on observe des galets anguleux peu usés de quartz et de micaschiste à la base des strates sédimentaires, donc que vous pouvez voir sur le document, où vous voyez le détail de la surface de contact entre les roches sédimentaires du Jurassique et les micaschistes de l'ère primaire. Donc on voit qu'il y a une zone de contact entre les deux structures. Alors, donc je répète que on observe des galets anguleux peu usés, galets anguleux de quartz et de micaschiste, à la base des strates sédimentaires, juste au-dessus de la surface d'érosion. Donc nous allons en reparler tout à l'heure, voir un petit peu comment est-ce que l'on peut expliquer tout ça. Alors, en fait, nous allons essayer d'identifier sur chaque photographie. Alors, pourquoi? Avant de poser la question, nous allons essayer de comprendre et nous allons essayer d'appliquer les principes fondamentaux de la datation relative. Donc les 5 principes, dont 4 surtout, que nous allons essayer d'appliquer à ce cas concret de structure géologique un peu spéciale, document numéro 1, ABCD, et document numéro 2, ABC. Donc nous allons essayer d'identifier pour chaque photographie du document numéro 1, donc ABCD, évidemment, les structures caractéristiques des paysages, et nous allons essayer de retrouver l'ordre dans lequel ces structures se sont formées. Et nous allons essayer de reconstituer la chronologie des événements qui ont abouti à la formation de la falaise littorale de Jardes-sur-Mer. Alors, allons-y. Alors, tout d'abord, revenons sur le document numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous présente? Eh bien, alors, ce document numéro 1 nous montre 4 exemples d'affleurements qui permettent de repérer facilement des formations rocheuses, donc en fonction de leur nature, de leur couleur, de leur épaisseur, de leur litage, etc. Donc ça, c'est comme si on faisait une observation sur le terrain. Et donc, je vous ai dit, donc 4 exemples d'affleurements qui permettent de repérer facilement les formations rocheuses et également d'observer les relations géométriques des formations les unes par rapport aux autres, par exemple superposition, déformation éventuelle sous forme de plis, etc. Donc là, il s'agit d'appliquer essentiellement les principes de superposition et de recoupement pour le document numéro 1. Pour le document numéro 2, eh bien, nous allons essayer d'observer, nous avons observé en fait une surface de discordance qui illustre à nouveau le principe de recoupement. Pourquoi à nouveau? Parce que nous en avons parlé dans le document numéro 1. Donc à nouveau le principe de recoupement, c'est-à-dire un affleurement du littoral atlantique qui va nous permettre de conclure, enfin d'imaginer, ou en tout cas de décrire ce principe de recoupement. Nous remarquons que les dépôts sédimentaires du Jurassique inférieur vont recouper géométriquement la série des micaschistes qui proviennent de l'ère primaire. La présence de blocs de substratum, donc c'est-à-dire galets de quartz et de micaschiste,
Donc la présence de blocs de substratum à la base des dépôts du Jurassique permettent d'appliquer le principe d'inclusion. Ils correspondent à des conglomérats de base qui signent la postériorité des formations du Jurassique. Alors, maintenant, document 1A. Alors, document 1A, juste pour un rappel, donc c'est bien un empilement de couches sédimentaires déposées en milieu marin à l'est de Rodez, qui se trouve en Aveyron. Alors, apparemment, si vous regardez bien la structure, il n'y a pas de déformation. Bon, quelques petits aléas par-ci par-là, mais globalement, il n'y a pas de déformation. Donc, aucune déformation ne semble affecter l'empilement horizontal des strates marines de Rodez. Dans ces conditions, le principe de superposition permet de dire que dans cet empilement, les couches inférieures sont les plus anciennes. Les couches supérieures sont les plus récentes. Alors ça paraît évident. Le retrait marin dans cette région n'a pas été suivi d'événements tectoniques susceptibles de déformer ou de basculer les terrains sédimentaires. Donc il y a eu simplement un dépôt et dans la suite, la mer s'est retirée et il n'y a pas eu de plis ou de failles qui ont affecté ce terrain. Ensuite, passons au document 1B. Donc juste pour rappel, le document 1B, ce sont des plis dans la haute vallée du Buec, dans les Hautes-Alpes. Alors, l'empilement des strates de la haute vallée du Buec présente un pli. Donc ça veut dire que des structures géologiques se sont mises en place sous forme de plis. Et selon le principe de recoupement, le pli est postérieur à la sédimentation. Donc il y a eu une sédimentation, retrait de la mer, puis des plis, donc des forces tectoniques ont poussé toute cette région qui a formé des plis. Voilà, c'est pas compliqué. Et le pli, ou les plis, bien sûr, sont postérieurs à la sédimentation, donc ils sont plus jeunes. Donc ça veut dire qu'un mouvement tectonique a plissé les strates sans avoir renversé la série dont le principe de superposition s'applique toujours, c'est-à-dire que les couches inférieures sont les plus anciennes. On a donc d'abord eu un dépôt de roches sédimentaires en couche horizontale superposée, puis ce dépôt a été plissé dans un dernier temps. Ensuite, document 1C, ce sont des failles dans la région de l'Odève, en Hérault. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, on voit qu'il y a une faille oblique qui est visible au centre de l'affleurement de l'Odève, qui recoupe un ensemble de strates sédimentaires. Donc, une faille oblique recoupe un ensemble de strates sédimentaires. Elle est donc postérieure aux strates qu'elle recoupe, elle est donc plus jeune. On a donc eu des dépôts de couches horizontales superposées, puis ce dépôt a été faillé. C'est-à-dire qu'il y a eu un dépôt, puis une faille s'est formée qui a décalé les terrains les uns par rapport aux autres. Donc comme tout à l'heure, je vous disais index, index, pouce, pouce, une faille a fait remonter ce terrain suite à une poussée tectonique, et donc on a bien une faille qui est apparue et qui est postérieure, donc qui est plus jeune en fait que les strates sédimentaires qu'elle recoupe. Et enfin, pour ce document numéro 1, le document 1D, alors document 1D, on avait dit que c'était des filons basaltiques et strates volcaniques dans l'île de Madère au Portugal. Alors, on a 3 filons basaltiques, si vous regardez bien, qui recoupent l'ensemble des strates volcaniques. Donc les filons sont donc postérieurs aux strates volcaniques qu'ils recoupent. Les filons sont donc postérieurs
aux strates volcaniques qui le recoupent. On a donc eu successivement les dépôts de projection pyroclastique et ou des coulées volcaniques qui se sont superposés avant d'être tous traversés par des injections de magma à l'origine des filons. Ensuite, passons au document numéro 2. Donc je vous répète que le document numéro 2, c'est une discordance du Jurassique sur les micaschistes primaires à Jardes-sur-Mer, avec le document numéro 2B qui correspond, alors ça c'était 2A, et 2B, donc détail d'une surface de contact entre les roches sédimentaires du Jurassique et les micaschistes de l'ère primaire. Et l'agrandissement nous permet de constater qu'il y a des filons de quartz dans les micaschistes. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter tout ça? Eh bien, la discordance observée dans la falaise de Jardes-sur-Mer est située entre des strates sédimentaires horizontales du Jurassique, donc strates horizontales du Jurassique inférieur, et des micaschistes du primaire redressés, donc qui correspond à une schistosité verticale. Donc, strates sédimentaires, mais avant ça, il y avait donc des micaschistes de l'ère primaire, une schistosité verticale s'est faite, et au-dessus, il y a eu un dépôt de roches sédimentaires qui provenaient du Jurassique. La surface de discordance correspond à une surface d'érosion des reliefs, donc il y a eu une érosion, donc à la surface d'érosion des reliefs d'une ancienne chaîne de montagnes qui a permis la remontée en surface des micaschistes. Bon, parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, formation d'une chaîne de montagnes, mais en dessous, il y a une pression immense qui a transformé les roches qui étaient en place en roches métamorphiques. Et comme au niveau de la montagne, il y a eu une érosion, ça a permis la remontée en surface des micaschistes. Nous remarquons une présence de galets anguleux qui sont peu usés. Donc galets de quoi? Eh bien galets de quartz et de micaschiste à la base des strates sédimentaires et au-dessus de la surface d'érosion. Alors ça démontre quoi? Eh bien ça démontre qu'il y a une postériorité des formations du Jurassique. C'est ce que l'on appelle le principe de l'inclusion. Donc il y a quelque chose qui est venu se mettre là où on déduit que ce qui s'est mis là après ce qui a été formé est plus ancien, automatiquement. Donc je répète, la présence de galets anguleux de quartz et de micaschiste à la base des strates sédimentaires et au-dessus de la surface d'érosion, donc érosion de la montagne, donc démontre la postériorité des formations du Jurassique, et on applique là le principe de l'inclusion. Et on a eu également un retour de la mer sur la surface d'érosion des micaschistes. Donc la mer est revenue. Ces galets correspondent au démantèlement des micaschistes et on peut donc retenir la chronologie suivante. Premièrement, il y a eu une déformation tectonique des formations les plus anciennes datant de l'ère primaire, des formations tectoniques, donc chaîne de montagnes, formation des roches métamorphiques. Donc déformation tectonique qui a conduit donc au métamorphisme avec formation des micaschistes en profondeur, comme je vous l'ai dit. Et deuxièmement, donc il y a eu une érosion qui a ramené les micaschistes en surface, puisque les micaschistes étaient en profondeur, la chaîne de montagne était là. Lorsque la chaîne de montagne est érodée, eh bien, elle disparaît tout doucement et les micaschistes vont remonter. Principe de compensation, en fait. Donc l'érosion a ramené les micaschistes en surface et ils donc forment la surface d'érosion des galets de quartz. Donc érosion en deuxièmement, qui ramène les micaschistes en surface. Donc érosion, donc elle forme une surface d'érosion. Enfin, ces micaschistes et cette surface en fait forment une surface d'érosion et les galets de quartz évidemment. Et troisièmement, il y a eu un retour de la sédimentation marine et un dépôt des formations sédimentaires du Jurassique. Donc voilà, globalement on a eu formation des chaînes de montagne, formation des roches métamorphiques,
remontée des roches métamorphiques à cause de l'érosion. De quoi? Il y a l'érosion de la chaîne de montagne. Puis la mer est venue, voilà, dépôt de roches sédimentaires, donc de strates sédimentaires en fait. Et là on a bien la chronologie de l'événement, hein, donc déformation, érosion et retour de la sédimentation au cours du Jurassique. Voilà, donc je pense que on a fait le tour du problème, hein, on a bien parlé de datation relative sur le terrain et vous avez remarqué, on n'a pas donné d'âge absolu, ce que l'on fera dans d'autres cours à partir d'une datation absolue, qui fera intervenir les choses radioactives, les éléments radioactifs, etc. Voilà, donc principe de l'actualisme, on n'en a pas parlé, mais je vous l'ai décrit quand même un petit peu. Principe de superposition, principe de continuité, principe de recoupement, principe d'inclusion. Je pense que nous avons répondu au problème sur quels principes fondamentaux repose la datation relative des événements géologiques. Le cours est terminé. Merci. Eh oui, c'est ça la géologie. Alors on aime ou on n'aime pas la géologie. Hein. C'est pas toujours évident. Bon, moi j'aime bien un peu tout en fait. J'aime bien sciences de la vie, sciences de la Terre. Tout est lié de toute façon. Hein, l'univers, les étoiles, galaxies, etc. Ce sont des structures. C'est quoi notre univers? C'est quoi la vie qui s'est insérée dans notre univers? Tout un problème, toute une problématique dont personne ne pourra jamais répondre.